Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, nous allons reprendre nos travaux sur les consultations particulières. À l'ordre, s'il vous plaît. Nous allons reprendre nos travaux sur les consultations particulières et auditions publiques sur le document de consultation sur la réglementation du prix de vente au public des livres neufs imprimés et numériques. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi M. Guillaume Désiel de Mister Label, c'est comme ça qu'on dit? C'est bien ça, oui. Monsieur, vous aurez 10 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre mémoire. Je pense que les gens de la commission ne l'ont pas reçu, c'est exact? C'est tout à fait normal, oui. C'est normal, alors c'est bien. Alors, on vous écoute. Je cherche un éditeur pour la publier. Bien, il y a des gens qui ont entendu le message. Monsieur Désiel, on vous écoute pour 10 minutes, ensuite on passe la parole aux parlementaires. Alors, je vais devoir lire pour pouvoir articuler mes pensées. Donc, bonjour, mon nom est Guillaume Désiel et je suis éditeur de musique. J'œuvre dans l'industrie de la musique depuis quelques années. Lorsqu'on m'a invité à venir vous faire part de mon point de vue sur la réglementation du prix du livre au Québec, je me suis d'abord demandé, mais pourquoi moi? Et puis, après quelques réflexions, j'ai accepté l'invitation en pensant qu'il y avait des parallèles évidents entre mon industrie et celle du livre. Donc, c'est avec mon mini-syndrome de l'imposteur que je viens aujourd'hui vous livrer quelques réflexions, je l'espère, qui, je l'espère, pourront vous aider à prendre la meilleure des décisions. Alors, pour ou contre? Je vous le dis pas tout de suite. Pour moi, un libraire, c'est comme un disquaire. Peut-être que je fais fausse route. Mais étant plus jeune, je passais mon temps chez les disquaires à demander conseil et à écouter quelques titres, histoire de me faire une idée des musiques que j'allais acheter. Le rôle du disquaire à cette époque était incontournable dans la chaîne de consommation du produit musical, le rôle des radios aussi. Puis est arrivé le web. Depuis, nos habitudes de consommation ont doucement changé et voilà qu'aujourd'hui, nous consommons la musique presque exclusivement par le web. Bien sûr, il y a des puristes qui préfèrent le son de l'aiguille qui frotte encore au fond d'un sillon. Il y a encore des gens qui préfèrent le CD dans leur fente de voiture. Mais la majeure partie des consommateurs de mon âge, j'ai 38 ans, consomment maintenant la musique en format numérique. Et je vous épargne les détails pour les jeunes de 13 ans qui accèdent à notre culture plutôt que de la posséder. Dans l'industrie de la musique, on le sait depuis un bon bout de temps, qu'on a été les premiers à passer au BAT du numérique. Depuis l'arrivée du World Wide Web et de la démocratisation de l'accès Internet, certains disquaires ont fermé leurs portes et cette tendance ne semble pas vouloir se renverser pour les survivants. Donc, pour ou contre? Alors, je veux bien qu'on donne un sursis aux libraires, leur donner artificiellement leur marge de profit sur les best-sellers au détriment des grandes surfaces qui se servent du livre comme un produit d'appel. Mais cela, d'après moi, ne fera que rallonger leur temps de vie que quelques temps. 2 ans, probablement, voire plus, 5 ans, tout au plus, puisque nous sommes une société bien distincte, on a un petit marché. Selon Germain Belzile, que vous allez entendre éventuellement plus tard dans cette commission, c'est un chercheur associé à l'Institut économique de Montréal, je l'ai entendu à la radio vendredi dernier, l'introduction du prix réglementé en France a retardé de 2 ans la tendance à la baisse des librairies dans les lectures totales. Toujours selon M. Belzile, on aurait passé aux États-Unis le point du 50% des achats où le 50% des achats se font en format électronique. Donc, selon lui, les gens vont sur le web pour voir, feuilleter sur le web, lire un extrait, recevoir éventuellement un chapitre complet gratuitement à titre de produit d'appel, peut-être. Alors, suis-je contre la vertu? Non. Suis-je contre la survie d'un maillon agonisant dans une chaîne? Bien, pour les 11 000 personnes qui travaillent dans cette industrie et pour notre diversité culturelle, a priori, mon cœur dirait oui à une telle réglementation. Ce serait nécessairement le premier réflexe pour quiconque aime sa culture, comme moi. Cependant, un des arguments qu'on entend souvent venant de ceux qui plaident pour une réglementation du prix est celui de la visibilité et de la vitrine. Je vais citer Sylvie Desrosiers de l'Union des écrivains du Québec, que j'ai entendu ici plus tôt, mais aussi en débat radiophonique à Radio-Canada vendredi dernier. On veut une visibilité. On n'arrête pas d'essayer de valoriser la lecture chez les enfants, peu importe le support. Ce n'est pas en leur disant « il faut que tu lises » qu'on va les convaincre. C'est en faisant du livre quelque chose qui fait partie de leur environnement. Je répète, en vous regardant, c'est en faisant du livre quelque chose qui fait partie de leur environnement. Donc, je continue à citer Sylvie. S'ils peuvent
en voir sur leur chemin, s'ils peuvent avoir une librairie au coin de la rue, ils vont se rendre compte que c'est quelque chose qui est valorisé socialement. Les enfants ne vont pas au Costco, ils n'ont pas d'auto. Il faut que ça fasse partie de leur environnement. Il faut que ce soit partout. Alors, lorsque j'entends ça, je trouve ça super bien comme analyse, mais lorsque j'entends ça, je me demande si l'industrie du livre comprend réellement son consommateur de demain. L'enfant d'aujourd'hui, cet adulte de demain. Faire du livre quelque chose qui fait partie de leur environnement, c'est d'abord de comprendre quel est cet environnement. Oui, peut-être qu'en nivelant les prix, on va stimuler une vente autant chez le libraire indépendant qu'une vente chez Walmart ou Costco, et par le fait même retarder l'agonie des libraires, mais ce report dans le temps ne va pas faire en sorte que le jeune d'aujourd'hui, celui qui passe le 3/4 de son temps en ligne, en plus de remarquer l'existence, en plus de ne pas remarquer l'existence de la librairie au coin de sa rue, surtout s'il passe en textant devant à ses chummy. On parle ici d'une loi pour protéger les maillons voués à disparaître, condamnés à se recycler. On parle ici d'une concurrence déloyale des gros joueurs comme Costco ou Walmart qui se servent de notre culture comme produit d'appel pour vendre des tapis sauve-pantalons à profit. Mais on oublie l'essentiel, je pense, rendre notre culture accessible. Et l'argument que j'entends quant au fait que les détaillants contribuent à rendre visible la littérature ne tient pas la route à mon avis. C'est vrai que Costco ou Walmart ne s'en tiennent malheureusement qu'aux best-sellers ou aux blockbusters. Il est vrai qu'ils tiennent en stock la minorité des produits qui génèrent la majorité des revenus. En revanche, il est aussi vrai que les libraires contribuent à rendre accessibles 20, 30, 40 000 titres différents, à assurer une certaine diversité culturelle. Tandis que les grandes surfaces vont s'attarder aux 300 ou 400 nouveautés par an. Tout cela, c'est vrai. Mais en ce qui me concerne, il est d'autant plus vrai que les habitudes de consommation glissent tout doucement vers le numérique, là où la théorie de la longue traîne de Chris Anderson s'applique et en faveur de la diversité. Alors, je suis dans mon temps, ça va bien. Alors, je vais expliquer brièvement la théorie de la longue traîne. Dans son livre The Long Tail, Why the Future of Business is Selling Less of More, Chris Anderson avance qu'Internet permet aux œuvres physiques délaissées par les vendeurs une résurrection numérique. Je regardais si on avait encore la croix à l'Assemblée nationale. Il soutient aussi qu'Internet permet une vraie et longue vie pour un petit tirage dont la niche de consommateurs existe, éparpillée, mais assez suffisante pour que le produit soit rentable. En temps normal, une demande éparpillée sur le globe ne peut être jointe par les détaillants qui opèrent localement. Donc, l'ubiquité qu'offre le Web rend donc chaque œuvre et chaque consommateur à un clic l'un de l'autre, plutôt qu'à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Amazon l'avait compris en ayant comme objectif d'offrir tout. 1 million d'œuvres sont disponibles, même plus, sur cette plateforme. Même les auteurs et autoproducteurs, auto-édités, auto-toutes, sont en mesure de s'y rendre disponibles. La vitrine ultime pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est le Web. Le rôle du détaillant à l'heure du Web, pouvez-vous me dire quelle est la différence entre, se pointer chez le libraire et demander une des 40 000 œuvres qui n'est pas dans son magasin, et lui laisser ses coordonnées nécessaires pour qu'il la commande et qu'il la fasse venir en ligne, qu'il nous appelle et qu'on aille la chercher la semaine prochaine, la semaine d'après, ou aller chez un commerçant en ligne, commander une œuvre physique et la recevoir dans les 36 heures. Et lorsqu'on me dit que le détaillant est un guide, je suis d'accord, qu'il peut aider et recommander. Mais de là à dire qu'il saurait bien me recommander le meilleur entre 2 livres disponibles dans son catalogue de 50 000 titres, permettez-moi d'en douter. Cependant, 4 âmes perdues dans un forum de discussion au bout d'une recherche de Google sauront sans doute me guider mieux que quiconque sur le meilleur livre sur la sexualité des fourmis, par exemple. Toute cette sagesse éparpillée sur le Web, on appelle ça « the wisdom of crowd » ou la sagesse des nombres. Or, malgré tout le respect que j'ai pour mes disquaires favoris d'antan, il n'y a rien comme Deezer ou Spotify aujourd'hui pour me faire découvrir l'insoupçonnable. Étant un consommateur d'idées écrites en grande partie sur le Web, je pense que cette logique conviendrait aux librairies. Concernant les écrivains. 1 minute. Et 5 secondes. Vous avez raison. Concernant les écrivains, la plupart du temps, et vous me corrigerez si je me trompe, la vraie entrée d'argent des écrivains vient d'un quelconque conseil des arts.
que ce soit du Canada ou du Québec, peu importe, des subventions. Aussi, je ne veux pas non plus faire du Marie Laberge bashing ici parce que j'adore cette auteure et elle m'apparaît quand même assez sympathique comme personne, je la connais pas. Mais lorsque je l'ai entendu dire à Tout le monde en parle qu'elle ne voulait pas rendre accessible ses œuvres en format numérique, alors je me suis dit non seulement elle se tire dans le pied en se privant d'un segment de marché qui aime consommer la littérature autrement, mais aussi elle prive son petit bout de notre culture d'un rayonnement supplémentaire. Et je vous le rappelle, nous subventionnons tous cette culture, même en allant au Walmart ou au Costco. Normal que celle-ci soit accessible à tous. J'ai une conclusion, mais je m'arrêterai ici parce que je sais que je suis au bout de mes minutes. Merci beaucoup, M. Desiel. C'est très apprécié. Je cède immédiatement la parole au député de Bonaventure, Saint-Hyacinthe. On vous écoute. Madame la Présidente, bienvenue. Merci. Bonjour, M. Desiel. Ma question va être assez simple, mais en même temps complexe. Votre point de vue est très intéressant quand vous parlez des consommateurs de demain et puis que vous parlez du web. Ça, je comprends bien ça. Je vais faire un parallèle avec l'apprentissage de la musique et l'apprentissage de la lecture. Apprendre à lire. On a mentionné beaucoup aujourd'hui l'apprendre à lire. C'est pas juste avoir un livre dans les mains puis le regarder. Et je me posais la question, aujourd'hui, on apprend la musique, c'est sûr, on écoute beaucoup la musique, mais tu peux pas l'apprendre sur le web, je pense pas. Et je pense qu'on l'apprend en jouant de l'instrument de musique, en jouant le piano, en jouant la guitare. C'est comme ça qu'un musicien devient performant. C'est sûr qu'il peut utiliser les systèmes électroniques aujourd'hui, plus il avance, mais il utilise toujours son instrument de base. Et je me demandais comment vous voyez l'apprentissage de la lecture autre que par le livre, mais plus par le web. Quelle est la connexion que vous faites entre les deux? Moi, je vous dirais que j'ai beaucoup écrit grâce au web. J'ai beaucoup appris à écrire grâce au web. Parce qu'un jour, dans des forums de discussion sur la musique, j'avais envie de dire des choses. Et c'est là que je me suis lancé dans l'écriture. C'est là aussi que j'ai dû me faire corriger par ma copine qui, elle, a fait son deck en lettres, même son bac en littérature. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage de l'écriture par essai et erreur, parce que le premier médium de communication que les enfants ont aujourd'hui, je pense, c'est Internet, c'est les textos, c'est leur statut Facebook qui change et tout ça. Donc, ils sont nécessairement dans une communication écrite dès le départ. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Ben, je me disais, ça répond en partie, mais pas tout à fait la partie que je voulais vous faire sortir. C'est que un musicien, s'il n'y a pas le piano ou s'il n'y a pas son instrument de base pour l'apprentissage, il a beau connaître la musique, il va la lire, la musique peut-être parce qu'il l'apprend en théorie, mais s'il la pratique pas, il ne pourra pas la jouer. Et je me demandais qu'un bon lecteur, s'il n'y a pas un livre pour lire, quand il veut se calmer, se ressourcer seul, sans avoir nécessairement un gadget électronique à côté de lui. Est-ce que c'est pas ça la base de la lecture? En tout cas, c'est la question que je me pose. Et puis... Au fond, c'est quoi la lecture? Je veux dire, lire une recette sur Internet, lire un grand roman, je veux dire, c'est très vaste tout ça. Mais ce que je pense, c'est que les générations d'aujourd'hui sur le web finissent par consommer de la culture d'une manière ou d'une autre, finissent par avoir les yeux qui bougent de gauche vers la droite, dépendamment de la culture, et qui finissent par apprendre à lire et apprendre à apprécier à lire d'une manière ou d'une autre. Et je pense que l'accessibilité de ces œuvres-là, c'est un autre point que j'aimerais peut-être vous amener. Je cherche juste ça. Je pense qu'en fait, l'accessibilité de ces œuvres-là est d'autant plus facile aujourd'hui parce qu'évidemment, il y avait des contraintes d'inventaire quand on parle d'édition de livres physiques, on parle de contraintes d'inventaire. L'œuvre numérique ne coûte rien à entreposer et à distribuer. On parle de fraction de scène pour l'hébergement du fichier et une autre fraction de scène pour la bande passante. C'est donc possible pour un détaillant numérique d'offrir plus de 1 million de titres, comme c'est le cas pour Amazon, mais en même temps, c'est maintenant possible pour quiconque veut publier quoi que ce soit sur le web de le faire. Moi, je pense que la littérature d'aujourd'hui
commence par... la littérature de demain commence par les blogs d'aujourd'hui. En fait, moi, c'est ma réalité, c'est ce que je vois, puis c'est ce que je remarque autour de moi. Il y a énormément de personnes qui s'exercent d'abord et avant tout, c'est sûr, sur avec une plume et un papier, mais de plus en plus, on le fait sur Internet. Alors, il y a des blogs où on parle d'humeur, il y a des blogs où on fait tout simplement des nouvelles, il y a toutes sortes de... Je pense que la création, aujourd'hui, c'est d'autant plus accessible, en fait. On peut, grâce au web, offrir énormément d'offres littéraires. Mon point dans tout ça, c'est que je ne suis pas persuadé que cette loi-là, cette réglementation-là, en bout de ligne, oui, effectivement, ça peut à terme réussir à permettre à plein de monde d'avoir accès à une diversité culturelle. Mais je ne suis pas persuadé que l'avenir de la consommation de la littérature passe nécessairement par le physique. Et moi, j'en ai comme preuve l'industrie d'où je viens. C'est pas simple. Je pense que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable de lire un livre. Mais il reste quand même que pour les jeunes d'aujourd'hui, lire un livre, c'est comme décider d'amener en camping son Kindle sans batterie. Monsieur le député de Bonaventure. Merci, Madame la Présidente. Vous me surprenez, Monsieur Désir. Écoutez, vous me rappelez un bouquin que j'ai lu lorsque j'étais à l'université qui s'appelait un bouquin de Jacques Ellul qui s'appelait La Société technicienne. Et puis il y avait un chapitre sur la culture technicienne. Et il posait la question, est-ce qu'une culture technicienne peut exister? Et là, une partie de son livre, il répond à la question. Je n'amènerai pas tous les éléments parce que je m'en souviens, je n'ai pas tout ça en tête, mais en vous écoutant, on dirait que vous l'avez lu vous aussi. Là. Bon, je vais vous poser une question. Est-ce que la culture peut s'émanciper par le web? Est-ce que la culture humaine, ce qui fait que les civilisations avancent, au travers des rapports sociaux et la construction d'une identité collective et l'avancement dans le théâtre de l'histoire, est-ce que ça peut se faire strictement sur le web? Parce que lorsque vous réduisez presque à un acte, je dirais, cybernétique, la lecture, vous oubliez que la lecture implique des rapports sociaux aussi. D'aller à la librairie et discuter avec l'individu qui va nous suggérer des livres. Et par la suite, échanger sur le bouquin. Ça, c'est une dimension de la relation humaine qu'on ne peut pas jeter du revers de la main. Et, ça. Sur le web, ça existe encore plus que jamais, en fait, parce que tout ce que j'ai lu m'a été recommandé par quelqu'un sur le web. On appelle ça des hyperliens, des recommandations entre amis autour d'une bière ou un hyperlien sur le web. On finit toujours dans un forum de discussion par se faire référer vers un endroit, vers une cible, où on va pouvoir réussir à trouver de l'information complémentaire par rapport à ce qu'on cherche. Ça peut être très technique, mais ça peut être tout simplement un roman. Mais moi, je veux vous parler, en fait, est-ce qu'on peut avoir accès à la culture? Oui, tout à fait. Et non seulement on peut avoir accès à la culture, mais je pense qu'on peut avoir accès à toute la culture. Et il y a un nouvel enjeu qu'il faut faire très attention, et j'espère que je ne sors pas trop du sujet ici, mais tant qu'à passer une loi, pourquoi pas s'assurer que quiconque vend notre culture de Québécois aux Québécois sur le web en fasse une petite copie à la Bibliothèque et à l'Archive nationale du Québec, pour s'assurer que quand, je ne sais pas, Amazon va faire faillite un jour, si jamais ça arrive, que notre culture... Si Google se fait racheter par, je ne sais pas moi, la Chine et qui décide que du jour au lendemain, il n'y a plus de culture autour de la Chine, hein? Toute la culture qui existe autour n'existe plus. Moi, je pense qu'on devrait se faire des petits backups en tant que Québec. On devrait archiver notre culture et de faire en sorte que la culture soit quelque chose qui soit cumulative et non pas quelque chose comme une espèce de long fleuve tranquille, un petit courant là, qui passe en avant puis qui est éphémère. C'est mon point. Écoutez, tout à l'heure, vous avez dit que vous nous avez souligné le fait que le fait d'aller sur Google ou d'écrire ça améliorait la langue, entre autres, l'écrit. Puis moi, ce que j'ai entendu auparavant de l'Association nationale des éditeurs, c'est que la littératie, il y avait une certaine problématique en ce qui a trait à la capacité des individus de lire et de se débrouiller pour être fonctionnels dans la société. Donc, ce que j'entends d'un côté, c'est qu'il y a une détérioration de la capacité à utiliser la lecture et l'écriture pour s'insérer à l'intérieur de la société. Et vous me dites que l'informatisation des rapports sociaux et de la connaissance du monde va améliorer ça.
Donc, Je croirais que oui, en fait. Je reviens au point, la réglementation, je pense que ça va faire survivre un maillon d'une manière temporaire. Je pense que si on prend chaque kilojoule investi par un libraire dans une journée pour pouvoir maintenir en place son statut comme maillon de la chaîne et tout ça. Et si on prenait ces kilojoules-là et qu'on les investissait sur la présence web, le rayonnement de notre culture à l'international et tout ça, je pense qu'on en sortirait tous collectivement très gagnants. C'est mon point. Et l'autre point aussi que je voulais soulever, c'est que je ne sais pas, peut-être que je suis dans le champ, mais j'ai comme l'impression que les effets de la mondialisation qu'on se font ressentir. C'est vrai que prendre la culture québécoise comme loss leader pour vendre des tapis sauf pantalon chez Walmart, c'est un petit peu ordinaire. Mais en même temps, qui a les moyens de faire ça? Walmart. Qui a ouvert notre marché il y a une couple d'années et tout ça? C'est un effet qu'on vit aujourd'hui. Alors, j'ai l'impression que la mondialisation, à l'heure où on se parle, joue pas en notre faveur au niveau économique pour une chance qu'on a signé l'exception culturelle, je pense. On fait partie de ceux qui ont signé ça. Mais il reste que j'ai l'impression que cette demande, cette réglementation-là, c'est comme un plaster sur le bobo d'un effet de mondialisation. Je ne sais pas si vous me suivez. Non? Oui? Cool. Merci. Monsieur le ministre. Oui, j'ai une courte question, soyez le bienvenu. Vous avez pris la mesure de la situation de notre réseau de librairies indépendantes dans la perspective du court terme. Si vous aviez une solution ou une mesure à suggérer afin de les sauver, parce que les sociétés, elles changent de toute façon, mais ça prend parfois du temps. Mais d'ici que la culture numérique domine l'espace, disons, culturel, il y a lieu de sauver ce qu'il y a à sauver avant de faire cette transition. Alors, dans la perspective du court terme, s'il y avait un modèle ou une mesure à suggérer à cette commission, quel serait-il? Peut-être que je peux parler en ce qui me concerne. J'ai fait une expérience, je suis gérant d'un groupe qui s'appelle Mister Valère et nous avons un jour choisi de donner notre musique sur le web et éventuellement de la laisser aller en paiement volontaire et tout ça. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que plus on en donnait, plus on en vendait en magasin, en format physique et aussi en numérique. De sorte que si on regarde aujourd'hui les ventes SoundScan, qui est le compteur, si on veut, qui est la mesure, je dirais, officielle, à savoir comment un artiste performe en termes de vente, le groupe se porte quand même bien parmi ses ventes. On parle de près de 20 000 copies, je pense même un peu plus de 20 000 copies. À mon avis, je pense que l'utilisation du web devrait servir à ramener les jeunes en magasin ou dans des lieux où ça devient intéressant. À titre d'exemple, pourquoi on sépare la cafétéria de la bibliothèque? Pourquoi on ne met pas des revues à disposition des élèves pendant les pauses? Pourquoi on ne fait pas tirer 3 livres par classe pour en rendre 27 autres jaloux? Pourquoi on ne se sert pas du numérique comme produit d'appel pour vendre la version physique? C'est des questions que je lance. Pourquoi on ne donnerait pas au livre la dimension cool, comme le vinyle l'est face au CD? Pourquoi on ne ferait pas venir des auteurs, des conteurs, des conférenciers sur l'heure du midi? Pourquoi on ne rendrait pas les bibliothèques plus cool, moins coincées, plus accessibles, plus bruyantes peut-être, ou qu'il y ait des parties bruyantes où les gens peuvent échanger et tout ça? Donc, finalement, c'est des idées comme ça que je lance. Mais moi, je suis persuadé, en fait, qu'il y a moyen de se servir de la culture littéraire numérique comme produit d'appel pour vendre un paquet d'autres choses, dont la version physique. En fait, moi, j'en ai fait l'expérience de mon côté. Peut-être que on est juste un cas d'exception, mais on sait que donner fait vendre, rendre accessible fait vendre davantage, et donc c'est peut-être une piste de solution que j'ai à proposer. Merci beaucoup, Madame la députée de la Porte. Merci, Madame la Présidente. Vous avez mentionné tantôt que les disquaires, tout comme les libraires, fermaient leurs portes. J'ai posé la question à un autre groupe. D'après vous,
quelle est vraiment la cause des fermetures? Est-ce qu'on parle de rentabilité? Est-ce qu'on parle de relève? Est-ce qu'on parle d'effervescence de nouvelles plateformes technologiques? D'après vous, quelle est la cause des fermetures? Je crois que la principale cause de la fermeture des libraires, c'est le manque de rentabilité. Ça prend du pied carré, de l'électricité, du chauffage, du staff, ça prend de la gestion d'inventaire. Il faut recevoir les disques, les mettre sur les tablettes, les retourner quand ça vend pas. Ce qu'on n'a pas dans le produit numérique. Comme je le disais tantôt, ça coûte quelques sous héberger un fichier sur un serveur et ça coûte quelques sous, je dis quelques sous, mais on parle de quelques fractions de sous. Donc, je pense que c'est le fait que le produit soit maintenant disponible en numérique et que les tendances de consommation aient de plus en plus dans cette direction-là font en sorte qu'évidemment, il y a moins de gens qui franchissent la porte d'un disquaire et qui sont aujourd'hui confinés à vendre du vinyle, par exemple, ou vendre des versions importées. C'est beaucoup plus des pièces de collection. Je peux citer peut-être Musique Cité, qui est un disquaire de Sherbrooke, que je respecte énormément, qui, au fil des dernières années, a lancé plein d'appels à l'aide, en fait, sur Facebook pour pouvoir faire des shows bénéfices et tout ça, et donc de le maintenir en vie. Alors, quand je vois ça se produire dans mon industrie de la musique, j'ai l'impression que je vois pas pourquoi ça ne guetterait pas l'industrie du livre. On parle aussi d'accès à ces fichiers-là. De plus en plus, je pense que c'est une question. Quand Amazon permet à un artiste, pas un artiste autoproduit, mais un auteur auto-édité de se publier lui-même, on parle éventuellement d'une mutation, peut-être même des habitudes de production qui vont changer, peut-être même bypasser tout un système d'édition. Alors, on n'est pas à l'abri de ça. Alors, moi, j'ai l'impression, je reviens à ce que je disais tantôt, j'ai l'impression que cette mesure-là que les libraires aimeraient avoir est tout à fait louable, puis je le comprends, mais j'ai l'impression que ce serait que de reporter le problème à plus tard, de pelleter la neige par en avant, pour citer le collègue qui était ici avant. D'accord. Il y a une crainte qui est souvent exposée, c'est celle de la fragilité de la bibliodiversité. Bien que notre culture québécoise se transmet aussi pour le répertoire musical, nous avons à plusieurs reprises discuté de l'attrait des chansons québécoises qui perdent des plumes face aux grands hits américains. Alors, ne croyez-vous pas que cette situation peut se répéter à l'industrie du livre s'il y avait pas de réglementation du prix du livre? Mais je vois pas nécessairement de lien entre. En fait, moi, je peux parler pour la musique. Je sais que la culture d'ici, la culture locale, perd des plumes au profit d'une Lady Gaga de ce monde, tout simplement par manque d'accessibilité et manque de marketing et de promotion. Je pense qu'il y a des mesures. On parle du programme de sensibilisation en milieu collégial, qui est un programme de la SODEC, pour faire en sorte que les jeunes du cégep soient mise en contact avec la relève culturelle que l'on a ici. Alors pourquoi ce programme-là n'est pas, à l'heure où on se parle, au niveau primaire? Moi, j'ai l'impression que c'est juste une question de promotion de notre culture rendue là. Et à partir du moment où on a stimulé la demande, le disquaire a toujours plus rapport dans l'équation. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça va aller. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que mes... Oui, merci, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Merci beaucoup, Monsieur Deziel. Pour poursuivre votre parallèle entre l'industrie de musique et l'industrie du livre, l'arrivée du web n'était pas qu'une bonne nouvelle pour l'industrie de musique et la protection des artistes surtout est un très grand enjeu. Alors, de votre expérience, avez-vous peut-être les suggestions à faire que si on s'en va vers une place plus importante numérique pour l'accès aux livres dans notre société, comment est-ce qu'on peut protéger nos écrivains? Parce que c'est le phénomène de Napster il y a longtemps, mais le même piratage des fichiers et tout le reste. Est-ce que vous avez des suggestions à faire pour mieux protéger nos artistes? Parce que dans l'industrie de musique, oui, il y avait un plus grand accès. Il y avait les groupes qui ont
vendu directement sur le web et même pas avoir les contrats avec les grandes compagnies de musique et tout le reste. Mais par contre, il y avait le vol carrément des chansons, le vol des choses comme ça. Avez-vous des suggestions ou des mises en garde que vous pouvez partager pour la protection de les œuvres de nos artistes écrites? Je peux vous dire qu'en en 2009, 95% de la consommation des fichiers numériques mondialement était d'origine illégale. Et donc, 5% de la consommation était d'origine légale. On peut s'imaginer que c'était iTunes Music Store et les 399 autres boutiques. Et iTunes avait 80% de ce marché-là. On parle de 4% sur la totalité. Et donc, je pense que ce qui s'est passé en fait au Québec, c'est qu'à défaut d'avoir une offre légale pendant très longtemps, et c'était la résistance, je dirais, des producteurs à l'époque qui faisait en sorte que les MP3 n'étaient pas disponibles sur le web, justement parce qu'ils avaient peur de se les faire pirater. Ben cette résistance-là, finalement, a eu raison de notre industrie, en fait, en partie, parce que finalement, ça l'a laissé, comme la nature a horreur du vide, ça l'a laissé la place à iTunes, et ils sont rentrés en trombe vers 2003-2004, ils ont pris toute la place, et présentement, une partie du profit lié à la consommation de notre culture s'en va à Silicon Valley. Donc, c'est ça. Une mise en garde que je pourrais faire, c'est que, bon, mon exemple de Marie Laberge préférée tantôt, là, dont j'ai parlé, j'espère qu'elle m'en voudra pas de l'avoir cité de cette manière-là, mais elle a quand même dit ça, à tout le monde en parle. Alors, on se parle, si Marie Laberge n'est pas disponible en format numérique, nécessairement, elle est disponible en format numérique. Alors, on se parle. Les torrents, les peer-to-peer, donc les fichiers, tous les systèmes de transactions anonymes entre les différents, on appelle ça poste à poste ou pair à pair. Ces gens-là réussissent à se faire des copies piratées. Ça s'entend, ça se copie, ça c'est pour l'industrie du disque, ben ça se lit, ça se transcrit, c'est pour l'industrie du livre. Alors, je pense que d'abord et avant tout, pour pouvoir protéger vraiment notre culture littéraire, il faut s'assurer qu'elle soit accessible. Et surtout, à défaut de ne pas être accessible en ligne, pour les jeunes d'aujourd'hui, ben nécessairement, les jeunes d'aujourd'hui vont probablement, qui ont envie de consommer des livres, vont peut-être consommer la culture d'à côté. Tout simplement comme ça. Oui, et j'imagine aussi s'assurer l'accès québécois à ces choses. Parce que moi j'adore les livres papier. J'achète toujours les CD. Mes 5 enfants me regardent comme un dinosaure. Je respecte ça. Parce que je suis très conscient que toutes ces industries sont en pleine évolution. Et si on n'a pas les moyens de reconnaître ça et de rendre accessible, dans nos entourages, il y a toujours les personnes qui ont fait le saut, qui ont acheté un lecteur, un Kindle ou quelque chose comme ça. Ils sont de plus en plus nombreux. Je pense à notre collègue de Pontiac, qui est une très grande lectrice, et elle promène toujours avec son Kindle, je ne sais pas trop, de DC. Alors, il faut voir que les marchés, l'accès aux œuvres artistiques, musicales, littéraires ou autres sont en train de changer. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on prend notre place à l'intérieur de ces changements plutôt que prétendre que ça n'existe pas. Et oui, on a une proposition ici qui est très limitée entre les librairies d'une certaine taille contre les librairies d'une autre taille. Mais si je regarde, on a évoqué, je pense, le dernier groupe, aller dans une librairie à Terrebonne, puis après ça, traverser la rue pour regarder dans la grande surface si on peut acheter le même livre bon marché. Well, je pense que l'enjeu encore plus important, c'est regarder dans la librairie et toutes les personnes qui travaillent fort pour mettre les livres sur les tablettes, noter quelques-uns intéressants, retourner à la maison, acheter ça en ligne beaucoup moins cher. Alors, je pense que ça, c'est vraiment la concurrence pour les libraires. Souvent, c'est en ligne plutôt que Walmart et Costco sont les grandes surfaces, sont les méchants toujours dans toutes nos histoires. Mais moi, je pense que la concurrence, c'est les changements dans le comportement. De plus en plus des personnes achètent en ligne. Jeff Bezos, quand il a lancé Amazon, tout le monde dit que ça va jamais fonctionner. Il y avait des années très difficiles au départ, mais aujourd'hui, Amazon comporte assez bien. Alors, comment nous positionner pour faire la protection de notre culture, pour faire la protection de nos artistes et nos écrivains, qui est très important. Alors, merci beaucoup pour le partage de vos expériences, parce que je pense qu'on est dans un milieu qui est en pleine évolution. Et oui, on a une mesure qu'on va regarder comme commission, mais on a un univers de changement, et vous avez amené une perspective très intéressante quant au changement dans notre accès comme citoyen
aux ces produits qui sont tellement importants pour notre société. Merci. Merci, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Madame la députée de Montarville, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Désiel, merci pour votre présentation. J'ai pris des notes et je me suis dit, vous mettez le doigt sur la problématique, c'est-à-dire c'est le support qui change, mais le contenu demeure extrêmement important. Vous le disiez, et je trouve que c'est très pertinent de le dire, ces jeunes qui sont les lecteurs de demain, comment lisent-ils? Ceux qui lisent, c'est très vaste maintenant, c'est le monde qui est ouvert à eux. Et je l'ai vécu récemment, j'étais à l'étranger et j'étais extrêmement surprise de constater que dans le lobby de l'hôtel, tous les jeunes et moins jeunes, et même très très jeunes, avaient la petite tablette, mais de façon générale. J'étais la seule à ne pas regarder un appareil électronique. Et la question que je vous pose, parce qu'ici ce qui est important, c'est le contenu et non le contenant. Est-ce que nos auteurs québécois sont suffisamment équipés, sont-ils prêts, sont-ils soutenus pour mettre leurs œuvres en ligne? Parce qu'on les veut, ces œuvres, on veut les lire, mais ça s'en va là-dessus. Alors, comment peut-on les aider? Sont-ils aidés? Y a-t-il quelque chose à changer? Peuvent-ils embarquer là-dedans? Parce qu'il faut qu'ils y aillent s'ils veulent justement pouvoir promouvoir et qu'ils soient diffusés. Le contenu, c'est-à-dire le contenant est différent, mais c'est le contenu qui compte. Dans mon industrie, il y a une mouvance, une tendance lourde. Les jeunes de la relève musicale enregistrent maintenant leur propre contenu parce que on a une accessibilité avec un ordinateur comme celui-là, on peut enregistrer un album. Bon, ça ne veut pas dire qu'il va sonner comme une tonne de briques, mais on s'entend. Et donc, ces jeunes-là ont accès à la technologie d'enregistrement, éventuellement aussi à la technologie de diffusion. Ils peuvent aller sur Bandcamp. J'ai fait une petite recherche facile et dans l'industrie de la musique, j'ai recensé à peu près 900 artistes qui ont genre la métadonnée Québec ou Montréal ou peu importe. Ça n'a rien de scientifique, mais 900 artistes sont sur Bandcamp et flirtent avec la gratuité de la musique à l'heure où on se parle. À l'heure où on se parle, il y a plein d'outils similaires qui existent pour la littérature et déjà à l'heure où on se parle, je sais que c'est possible pour un auteur auto-édité de pouvoir se mettre sur Amazon. C'est ce qu'on m'a dit. Je suis pas un grand professionnel de l'industrie du livre, vous comprendrez, mais je me suis renseigné moindrement un peu. Et je pense que d'autres intervenants cette semaine qui vous le diront aussi. Donc, c'est de plus en plus accessible. Le problème, c'est que ces gens-là ont besoin d'un éditeur pour la mise en marché, pour l'encadrement, pour la professionnalisation, pour aller peut-être même chercher des demandes de subventions, d'être soutenu financièrement plus longtemps, etc. Donc, nécessairement, oui, le maillon connexion directement avec le consommateur est là maintenant. Mais c'est le fun d'être en direct, mais il reste qu'il y a toujours un travail de promotion à faire et tout ça. Et donc, ça, c'est d'autant plus important. Je dirais que si on a de l'argent à dépenser au Québec, c'est beaucoup plus sur la promotion de notre culture, de la mise en valeur de la culture, beaucoup plus que la préservation de l'accès à la culture pour un segment de marché de 45 ans et plus peut-être, ou 35 ans et plus qui vont aller dans les disquaires, pas les disquaires, pardon, les libraires au coin de la rue. Excusez-moi, j'ai comme un vocabulaire qui me remonte toujours en bouche. Merci beaucoup, Monsieur Diesel. Merci beaucoup. Madame la députée de Gouin, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Désiel, merci beaucoup. Si vous vouliez nous interpeller assez vigoureusement, je dirais, sur l'avenir du livre au Québec, c'est réussi et je pense que vous posez un certain nombre de questions ou vous faites certaines affirmations même que je trouve tout à fait pertinentes. Maintenant, la question dont on discute ici quand même, là, cette semaine et dans les semaines qui viennent, c'est est-ce que oui ou non, on va vouloir réglementer le prix des nouveautés, quel que soit l'endroit où ces nouveautés sont publiées. Et je pense qu'il n'y a personne ici autour de la table, toute génération confondue, qui pense que c'est la réponse à l'avenir du livre au Québec. Plusieurs intervenants précédents nous se sont chargés de nous dire, vous savez, c'est un des aspects. Et c'est à ce niveau-là où je me permets quand même de vous interpeller à mon tour, parce que vous avez raison pour un certain nombre de choses, mais avant de décréter qu'une industrie est agonisante, et surtout avant de contribuer à la faire agonir davantage, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si on en a quand même encore un petit peu besoin? Le parallèle que je ferais, si on veut parler de d'autres secteurs, c'est, par exemple, les petits cafés.
Il y a plein de gens maintenant qui ont des machines à café expresso chez eux. C'est un produit de consommation un peu plus courante qu'autrefois. Mais curieusement, même eux ou elles vont parfois aller dans des cafés, avec leur portable d'ailleurs, mais parce qu'ils ont besoin de liens sociaux. Ils ont besoin d'être ensemble. Ils ont besoin d'un milieu de vie. Et pour moi, j'avoue, la librairie, c'est ça. C'est pas seulement un endroit où on achète, tu sais, où on passe à la caisse. C'est un endroit où on a des liens, où on parle avec des gens. Puis je vous soumets aussi que les librairies sont souvent des animatrices de leur milieu, en organisant des conférences, en faisant venir des auteurs, etc. Pourquoi ne pas leur donner ce petit coup de pouce qu'elles nous demandent? Et puis, ma foi, si ça les aide, comme l'ont dit certains, 5 ans ou 10 ans, ça sera ça de prix. Ça ne coûte rien à l'État. Effectivement. Mais moi, je pense que cette expérience-là que les librairies offrent, au même titre qu'un café offre une expérience particulière, celui d'être seul ensemble, par exemple. Je pense que cette expérience-là, pour quiconque la recherche, est prêt à payer le prix, à mon avis. Vraiment désolé, Monsieur Désiel. Je serais pas Le temps, malheureusement, est écoulé. Je vous ai même laissé quelques secondes supplémentaires. Donc, merci beaucoup. Je vais suspendre les travaux quelques instants pour permettre au prochain intervenant de prendre place.